Professionnellement dans plusieurs associations, dans le planning familial et les associations féministes et lesbiennes. Et Véronica va nous parler en 20 minutes de santé sexuelle et reproductive. Alors, en fait, juste pour être plus actualisé, effectivement, j'ai travaillé longtemps à SIDAction et je salue mes collègues et j'ai toujours SIDAction dans mon cœur, mais aujourd'hui je suis au planning familial en tant que salariée, notamment en tant que coordinatrice nationale. Donc je voulais remercier la FRAVI VIH pour me donner la possibilité de parler de cette thématique dont j'avoue, malgré 10 ans de travail dans le VIH et presque 3 ans au planning, je ne saisis toujours pas toutes les implications. Donc ce sera moins une parole d'experte qu'une parole, on va dire, interrogative sur cette thématique que je vais essayer de porter aujourd'hui. Alors, santé sexuelle, j'ai essayé de représenter la complexité avec ce nuage de mots que j'ai trouvé sur Internet. Effectivement, la santé sexuelle, c'est à la fois le plaisir, la grossesse, la contraception, les infections sexuellement transmissibles, évidemment dans le VIH. Et cet enchevêtrement, il est finalement assez évident quand on y pense au niveau individuel, parce qu'on le vit toutes et tous. Au niveau personnel, il est beaucoup moins évident quand il s'agit de systèmes de soins, de prise en charge. Passer d'un aspect à l'autre dans le système de santé, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, les relations entre santé sexuelle et reproductive et VIH sont, on va dire, naturelles, mais finalement assez compliquées. Le VIH est une composante de la santé sexuelle et reproductive parce que c'est une infection sexuellement transmissible, parce que ça se transmet aussi pendant la grossesse et l'allaitement, et qui sont les enjeux reconnus dans la santé de la reproduction. Mais le VIH est aussi une infection quelque part à part, qui a été traitée à part, qui a bénéficié de financements spécifiques et du coup qui a développé un système de prise en charge parallèle. Et aujourd'hui, il y a souvent une extériorité de l'offre de santé entre la santé sexuelle et reproductive et le VIH. C'est ce que j'ai représenté par ces deux petits schémas. Alors, du coup, extériorité, du coup, intégration. Donc, moi, depuis que je bosse dans la lutte contre le VIH, donc depuis 2004, j'entends parler d'intégration des services de santé sexuelle et reproductive et VIH. C'est un peu un marronnier. Donc, cette intégration est souhaitée dans des textes internationaux, de recommandations internationales depuis 2004. Mais dans les faits, c'est toujours un peu une rengaine, mais qui n'arrive pas vraiment à se traduire dans les faits. Même si, depuis 10 ans, il y a un peu un renouveau des recherches sur la question, notamment de recherche évaluative. Je pense notamment à ce grand projet qui s'appelle Integra Initiative, qui est une recherche longitudinale qui a évalué l'impact de différents modèles d'intégration des services dans 3 pays d'Afrique australe. Alors, cette intégration est d'autant plus important que les enjeux de santé sont urgents. Vous connaissez en partie ces chiffres, vous connaissez très bien ceux du VIH, peut-être un peu moins ceux qui concernent d'autres aspects de la santé sexuelle et reproductive. 800 femmes qui meurent chaque jour pour des complications liées à la grossesse ou l'accouchement, les 15% des décès maternels qui sont liés à des complications suite à des avortements qui ne sont pas pratiqués dans des bonnes conditions, et évidemment toujours le VIH, SIDA, première cause de mortalité des femmes en âge de procréer au niveau mondial. En fait, malgré l'urgence de ces enjeux, on se rend compte que les droits à la santé sexuelle et reproductive a été inscrite tardivement, je dirais, dans des textes internationaux. Vous connaissez peut-être les grandes conférences du Caire et de Pékin qui ont établi l'une plutôt le droit à la planification familiale, la première, celle du Caire, donc accès au système de santé, accès à la planification familiale, et la conférence de Pékin qui était plus axée sur la maîtrise de la sexualité, l'égalité entre femmes et hommes. C'était un peu la conférence genre, la conférence sur le genre au niveau mondial. Et pourquoi cette inscription tardive? Parce que, effectivement, quand on parle de maîtrise de la sexualité, notamment de la part des femmes, ça signifie aussi renforcer leur autonomie, leur statut social, et évidemment, cela suscite de très fortes résistances dans les sociétés patriarcales, à savoir toutes les sociétés humaines. Évidemment, avoir accès à la santé sexuelle et reproductive, en tout cas des services de qualité, permet aux filles notamment d'accéder au travail, à l'éducation, et favorise des rapports plus égalitaires et permet de lutter contre les inégalités de genre. Alors, comment faire du coup pour résoudre tous ces enjeux? On promeut, et ça c'est un peu le consensus, une approche holistique
pour répondre aux enjeux croisés VIH, santé sexuelle et reproductive. C'est-à-dire, il faut associer la prévention, la réduction de risque des infections comme le VIH et les autres IST, mais aussi les grossesses non prévues, la question des violences, les avortements à risque, etc. En plus, il faut traiter la sexualité dans des contextes relationnels, c'est-à-dire réfléchir à la position des personnes qu'on reçoit, par exemple en consultation. Évidemment, leur sexe, leur situation sociale détermine en partie leur état de santé et surtout détermine les espaces de contrainte et liberté dans lesquels elles peuvent évoluer pour justement s'approprier plus ou moins, de manière plus ou moins satisfaisante de leur santé sexuelle. Et évidemment aussi s'appuyer sur une vision positive et non moralisatrice de la sexualité. Ça, ce n'est pas le planning qui le dit, mais c'est l'Organisation mondiale de la santé dans sa définition de la santé sexuelle. Pourtant, ça reste un enjeu très complexe et là aussi, c'est quelque chose qu'on rencontre dans toutes les sociétés, y compris en France. Il suffit de penser à tous les débats, notamment sur la sexualité des travailleuses du sexe, etc., la sexualité des jeunes aussi, etc., etc. Alors, j'ai voulu, pour un peu illustrer, entre guillemets, dans la vraie vie, ces difficultés de circulation des personnes entre les différents services, j'ai choisi 3 exemples. Alors, des exemples à la fois de personnes qui ont une porte d'entrée santé sexuelle et qui pourraient avoir accès à des services VIH, ou inversement, des personnes qui ont accès entrent plutôt dans le système de santé par la porte VIH et qui pourraient avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive plus amples. Le premier exemple, donc, c'est celui du dépistage du VIH au moment de la demande d'IVG. Donc finalement, l'IVG, c'est si quelqu'un a eu une IVG, ça peut être une exposition au risque d'IST et de VIH. Et du coup, au planning, par exemple, on réfléchit à effectivement une proposition systématique de tests de dépistage. Alors, le bon point, c'est que les conseillères qui reçoivent les personnes dans nos centres ont plutôt l'habitude de parler de sexualité, mais dans les faits, la résistance par rapport au VIH, la méconnaissance de cette pathologie, malgré tout, le fait de la peur de l'annonce, une vision encore extrêmement dramatique, même si on est en 2018, de la maladie, crée des résistances chez ces professionnels. Alors, les choses sont un petit peu en train de changer grâce à l'arrivée des tests de dépistage rapide d'orientation diagnostique, parce que effectivement, les conseillères peuvent elles-mêmes, suite à une formation, une habilitation, mais aussi du coup à une sensibilisation en question de VIH, pouvoir proposer elles-mêmes le test. Donc là aussi, il faut quand même surmonter plusieurs résistances, mais ça permet effectivement de mieux intégrer le dépistage du VIH dans la chaîne de services de santé sexuelle et reproductive. En même temps, on voit très bien qu'aujourd'hui, donc les plannings qui ont, donc c'est un réseau de centres partout en France, donc les plannings de France qui ont fait une habilitation pour le TROD ont des difficultés de trouver des financements parce que les ARS considèrent, donc les agences régionales de santé, considèrent que le planning ne reçoit pas un public qui est assez exposé au risque. Or, le planning reçoit tous les publics. Et la question est justement là, effectivement, peut-être tous les publics qui arrivent au planning et toutes les nanas qui demandent une IVG n'ont pas besoin d'un test de dépistage, mais via un dialogue un peu poussé, on peut peut-être détecter des personnes qui ont effectivement besoin d'un test et qui échappent au système de dépistage, on va dire, classique. Un autre exemple, c'est plutôt de l'autre bout de la chaîne, donc c'est plutôt l'entrée, on va dire, VIH, et pour avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive plus larges. Donc là, je parle de la contraception. À l'ère du TASP, évidemment, comment permettre une offre contraceptive plus adaptée et donner du coup le choix des méthodes aux personnes en se basant notamment sur de leur vécu. Alors le problème, c'est qu'il y a quand même une très faible connaissance de la part des spécialistes du VIH de la contraception et en plus une difficulté à parler de sexualité. Or, il y a des enjeux, on va dire, spécifiques qui concernent donc le VIH et la contraception, notamment des interactions entre certains ARV. Or, aujourd'hui, c'est les ARV de moins en moins utilisés, mais quand même, et la contraception œstroprogestative, donc la pilule et l'implant, donc effectivement qui est un peu moins efficace en cas d'interaction avec ces ARV. Les dispositifs intra-utérins qui sont une offre contraceptive qui peut être très intéressante pour des femmes vivant avec le VIH sont très peu proposés. La
Nous ne parlons même pas de la contraception définitive. Là, si je parle pour la France, on est vraiment parmi les plus mauvais élèves en Europe. Et ensuite, il y a la question très controversée des injectables par Depo-Provera qui intéresse, je pense, plutôt nos collègues africains et africaines. En fait, aujourd'hui, plusieurs études observationnelles ont montré qu'il pourrait y avoir une augmentation de la susceptibilité au VIH en cas d'utilisation de ce type de contraceptif. Alors, il y a une étude randomisée qui est en cours qui s'appelle ICO et qui va donner ses résultats l'année prochaine. Donc, on aura une réponse un peu plus ferme sur ce rapport entre Depo-Provera et VIH. Autre sujet, le suivi gynécologique, même hier en plénière, ça a été évoqué. L'incidence du cancer du col est extrêmement forte chez les femmes, 5 à 6 fois plus élevée chez les femmes que le VIH. Donc on a effectivement du sous-dépistage, ça pourra devenir un enjeu de santé majeure, santé publique majeure, notamment dans les pays d'Afrique. Et on voit bien que malgré cela, la parole des femmes vivant avec le VIH nous dit, et ça c'est les paroles qui ont été recueillies lors de colloques que le planning avec d'autres associations du collectif interassociatif femmes et VIH organise régulièrement, on voit bien que effectivement les femmes dénoncent un manque d'accès au suivi gynécologique, au service d'IVG, la non prise en compte des problèmes liés à la ménopause, l'injonction à l'utilisation du préservatif, considéré encore souvent comme le seul contraceptif adapté à une femme vivant avec le VIH, l'insuffisance de recherche sur la contraception et la transmission du VIH, et bien sûr toute la question des violences. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a un petit frémissement, ça commence à devenir une thématique importante, y compris dans le champ du VIH, mais en fait, la vérité est que les violences sexistes ne font toujours pas partie à part entière de la lutte contre le sida. On parle beaucoup de lutte contre la discrimination, de lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, des publics particulièrement exposés, mais la question des violences, elle n'est pas assez au cœur de la lutte contre le sida. Et justement, je voulais faire un petit aparté sur la question des violences. C'est un phénomène malheureusement à faible visibilité, à haute tolérance. Alors aujourd'hui, les choses changent un peu. Il y a eu beaucoup de débats, vous le savez, sur la question des violences en général dans la société. Et ça doit nous concerner parce qu'effectivement, le lien entre violence et sida est double. On sait que quand on est exposé à des violences, quand on est femme exposée à des violences, on a plus de risques d'être contaminé par le VIH. Je renvoie pour ça notamment aux résultats de l'enquête parcours où Julie Pentier et Annabelle Desgrès-Dulou ont montré que les femmes migrantes arrivées en Île-de-France avaient 4 fois plus de risques d'être infectées par le VIH quand elles subissaient des violences. L'inverse est vrai aussi. Les femmes vivant avec le VIH sont plus sujettes à subir des violences. Et là aussi, je vous renvoie à des recherches internationales, notamment les recherches de Renaud Becquet au Togo. Alors là, ça nous interroge aussi cette question par rapport à notre question d'intégration des services, parce que la violence n'est presque jamais un motif d'entrée. Qu'on rentre par une voie santé sexuelle et reproductive, on va dire contraception, IVG, etc., qu'on rentre par la voie VIH, c'est pas quelque chose qui est abordé facilement. Donc, quand je discute avec les conseillères du planning, on voit bien que ça ne vient qu'après une discussion approfondie, peut-être même à la 2e, 3e consultation, quand la personne se sent confiance et qui, du coup, se sent à même de parler de ce sujet. Du coup, je dirais que la détection des situations de violence est vraiment un défi à la fois pour les professionnels du champ médical, pour les personnels du conseil non médicalisés et à la fois pour les services VIH et pour les services, on va dire, génériques de santé sexuelle et reproductive. Donc, il faudrait que ça devienne un enjeu plus important. Alors là, je vais conclure sur des solutions qui sont très classiques. La formation, je me réfère notamment à la stratégie nationale de santé sexuelle. Donc, investir dans la promotion de la santé sexuelle et dans la formation. Renforcer la formation en santé sexuelle des professionnels de santé et médico-sociaux. Inclure évidemment une approche genre dans ces formations pour discuter justement de la question des ressources, du pouvoir, des possibilités des personnes à dépendance notamment de leur statut et des
des rapports de pouvoir qui les entourent, et notamment des rapports de genre, et aussi, je dirais, aller au-delà des représentations stéréotypées de la sexualité. Il y a un vieux article de Brenda Spencer de 99 que j'ai retrouvé. J'ai trouvé le titre assez parlant. Finalement, on est toujours face un petit peu à une vision de la sexualité où les femmes seraient sans sexualité et les hommes seraient des irresponsables. Donc, quelque part, il faut vraiment travailler sur ces stéréotypes et les dépasser. Et puis, évidemment, le travail à réseau, mais on voit bien que ce n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, avec la création des Cégides, normalement, il doit y avoir un meilleur maillage entre des centres, par exemple, comme les centres du planning, les centres de conseil et les centres de planification et les Cégides. Ça se passe plus ou moins bien selon les territoires, mais effectivement, c'est une voie importante. Et aussi, on a parlé beaucoup de démédicalisation, mais c'est vrai que le partage des responsabilités entre personnels médicaux et non médicaux et la délégation des tâches, y compris en France, parce qu'on sait que nos collègues africains sont beaucoup plus avancés que nous sur ce sujet, peut être une solution pour aller de l'avant. Donc, en conclusion, voilà, une approche, on va dire, centrée sur la personne, partir des besoins qui sont exprimés, aider les personnes, le cas échéant, à créer les conditions pour qu'elles expriment ces besoins. C'est justement, je disais, le cas des violences. La personne peut être tout à fait vouloir exprimer ses besoins, mais ne se sentant pas en sécurité pour le faire. Et effectivement, profiter de toute porte d'entrée pour parler de sexualité, santé sexuelle et VIH. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le rappel de ces notions fondamentales. On vous propose, oui, qu'on pose les questions à la fin de la session, donc retenez-les bien. Donc je vais présenter maintenant Claire Tanté, qui est médecin au service médecine interne maladies tropicales de l'hôpital Bichat et qui a conçu la communication du projet Combattre l'excision, qui va nous parler des mutilations génitales féminines. Merci. Alors en fait, je suis chef de clinique à l'hôpital Avicenne et je travaille aussi à l'hôpital Bichat en maladies infectieuses. Je remercie la FRAVI pour m'avoir proposé de prendre la parole avec un topo qui s'enchaîne bien avec le topo précédent, avec lequel je suis totalement d'accord. La question des violences sexuelles n'est pas du tout suffisamment abordée